Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle chaîne qui s'appelle Curiosité Chimique et qui, je l'espère, aura pour but et pour vocation à devenir la chaîne de référence dans la résolution d'exercices en chimie. Et du coup, que vous soyez tout simplement étudiant, apprenant, que vous prépariez des concours, des examens, futur professeur ou curieux ou peu importe, vous êtes les bienvenus ici. Et en fait, on va embarquer pour entre guillemets, un très long voyage parce qu'on va résoudre énormément d'exercices. Ici, ce sera vraiment des exercices très généraux de base qu'on va résoudre pour vraiment vous remettre un peu en jambes. Du coup, même si ça paraît très facile au début, vous inquiétez pas, on va monter en gamme et en difficulté très rapidement. Et pour les futures vidéos dans un petit moment, en fait, on va plutôt se spécialiser dans des thématiques comme la thermodynamique, les équilibres chimiques, les acides bases, etc., etc., etc. Mais pour l'heure, on va s'atteler aux exercices de fondamentaux, de base. Et pourquoi je m'intéresse principalement aux exercices, c'est parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de chaînes YouTube où c'est systématiquement de la théorie, et je suis passé par là, hein. J'ai regardé des vidéos, mais systématiquement, on nous explique de la théorie sans vraiment nous donner des exercices, parce qu'au final, ce qu'on va résoudre dans nos examens ou dans nos concours, ou peu importe, ce sera tout le temps des exercices principalement. Et du coup, la résolution d'exercices est importante, et même si, je veux dire, on peut trouver des résolutions d'exercices sur YouTube, mais c'est fait partiellement, minoritairement, et j'ai pas vu de chaîne qui était totalement consacrée là-dessus. Du coup, je vais m'intéresser à ça, et en fait, pour ce premier exercice, qui concerne les exercices de base fondamentaux en chimie, en fait, systématiquement, pour tout exercice, et ce jusqu'à la fin de ma toute dernière vidéo, en fait, je vais indiquer le niveau de difficulté de l'exercice, qui sera de 1, 2, 3 étoiles. Cela vous permettra avant de résoudre l'exercice, de savoir à quel niveau de difficulté l'exercice est, entre guillemets. Du coup, on va pas perdre plus de temps et on va déjà démarrer la résolution du premier exercice où on va tout simplement déterminer le nombre de protons, d'électrons et de neutrons d'un atome. Et avant de résoudre ce premier exercice, je vais rapidement vous faire une toute petite parenthèse théorique. C'est vraiment pas le but de la chaîne, mais ça c'est nécessaire. En fait, un atome, comme le potassium, le chlore, le barium, le brome, le fer, le cobalt, le cuivre, ou peu importe, chaque atome est constitué en fait, on va dire, des mêmes éléments. On a un noyau dans lequel il y a des protons et des neutrons. Les protons sont chargés positivement et les neutrons, comme leur nom l'indique, sont neutres. Et autour de ce noyau, constitué de protons et de neutrons, on a des électrons. Et ces électrons gravitent en fait autour de ce noyau dans différentes couches électroniques dont on aura l'occasion d'en revenir plus tard. Et dans le cas, et ça c'est très important, dans le cas d'un atome électriquement neutre, comme tous ces atomes ici, électriquement neutre, j'entends dire ici on a du K, potassium par exemple, on n'a pas K+, on n'a pas du chlore chargé négativement, tous les atomes ici sont neutres. Et dans le cas d'un atome dans le cas d'un atome électriquement neutre, on a autant de protons que d'électrons, ce qui apporte la neutralité. Vu qu'on a autant de charges positives que de charges négatives, c'est-à-dire que l'atome sera donc finalement neutre. Deuxième chose, avant de passer à l'exercice, en fait, dans le tableau périodique, par exemple ici je vous ai mis un tableau périodique, chaque élément, et dans la plupart des tableaux périodiques, chaque élément est plus ou moins disposé de cette manière-ci. On a un nombre, par exemple ici, un nombre 19 qui correspond au numéro atomique, et on a ici un 39,09 et des poussières. Et ça en fait, ça correspond à la masse de l'élément, qui comprend en fait essentiellement la masse du noyau, parce que les électrons ne pèsent absolument rien. C'est principalement le noyau qui fait pratiquement toute la masse de l'atome. Et du coup, le nombre 39 ici correspond au nombre de nucléons pour noyau, qui correspond au nombre de protons et neutrons. Nombre de protons et neutrons. Et en fait, ici, il faut pas se tromper. Ici, le nombre A, qui correspond au nombre de nucléons, est placé ici à gauche, en haut. Et en fait, c'est juste par convention, mais la plupart des tableaux périodiques, la masse est indiquée en bas, le nombre de nucléons est indiqué en bas. Et le nombre
19 qui correspond au numéro atomique de l'élément, correspond en fait au nombre de protons. Voilà, donc pour résumer rapidement, on a deux informations au niveau du tableau périodique. On a le nombre de nucléons, c'est-à-dire la masse de l'élément qui correspond principalement à la masse du noyau, c'est-à-dire le nombre de protons et neutrons. Et on a également le numéro atomique de l'élément qui correspond en fait au nombre de protons. Et voilà, connaissant ceci, on peut déjà démarrer et il restera une dernière formule que j'introduirai tout à l'heure. Très bien, on va prendre le potassium. Comme je viens d'indiquer, le nombre Z correspond au numéro atomique qui correspond au nombre de protons. Et vu que le numéro atomique de potassium est de 19, on a 19 protons. Très bien. Et pour la suite, le nombre A, le nombre de nucléons, c'est-à-dire la masse de l'élément, la masse du noyau, je l'ai indiqué tout à l'heure que ça correspond ici à 39,09 et des poussières, mais on va arrondir à 39. Le nombre de protons, j'avais dit que le numéro atomique de l'élément correspond au nombre de protons, du coup on va tout simplement reprendre Z, on se répète pour ainsi dire. Le nombre d'électrons, vu qu'on a un atome électriquement neutre, comme j'ai dit tout à l'heure, cela veut dire qu'on a autant de protons que d'électrons. Du coup, si on a 19 protons, on aura donc 19 électrons. Et enfin, le nombre de neutrons, parce que finalement on a déterminé le nombre d'électrons, le nombre de protons, mais qu'en est-il des nombres de neutrons? En fait, on va tout simplement utiliser cette formule, n égale A moins Z. Comme j'avais dit tout à l'heure, en fait, le nombre de nucléons correspond au nombre de protons plus le nombre de neutrons. Du coup, si on veut obtenir le nombre de neutrons, il nous suffit tout simplement de soustraire le nombre de protons et il ne restera plus que le nombre de neutrons. Du coup, A qui correspond à la masse totale du noyau, on va soustraire le nombre de protons qui correspond à 19 et il va nous rester plus que 20 neutrons. Et voilà, ça nous clôture en fait la première rangée pour le potassium. On va faire quelques éléments, on va pas tous les faire parce qu'il y en a beaucoup et ça prendra beaucoup de temps et c'est pas le but de se répéter, mais à la fin je vous mettrai la correction complète de tous les atomes, du coup ne vous inquiétez pas. Du coup on va prendre un autre exemple, on va prendre le cas du silicium, et pour le silicium on va regarder dans le tableau périodique où se trouve le silicium. Le silicium se trouve ici. On va retenir deux informations importantes, le numéro atomique de l'élément qui correspond au nombre Z et la masse de l'élément qui correspond au nombre A. Du coup, Z 14, A égale 28. Du coup, pour le silicium, on a 14 pour le nombre Z et 28 pour le nombre de nucléons. Et comme j'avais dit tout à l'heure, le nombre Z égale au nombre de protons, du coup 14 également. Nombre d'électrons 14, vu qu'on a un atome électriquement neutre. Et maintenant, on va soustraire la masse totale du noyau, protons plus neutrons, et on va soustraire les protons pour qu'il ne reste plus que des neutrons, et on obtient également 14. Et ceci, ça clôture la rangée du silicium. Maintenant, on va regarder un autre élément de brome qui est un halogène. On va voir où est-ce qu'il se trouve dans le tableau périodique. Il se trouve au niveau de la colonne numéro 17 des halogènes. Et ici, on va retenir les deux informations importantes, le numéro atomique 35 et la masse totale de l'élément, principalement du noyau, qui est de 79,9. Du coup, 35, et on va arrondir à 80. 35 et 80. Du coup, Z égale 35 et A égale 80. Vu que Z égale au nombre de protons, on se répète encore une fois, c'est l'exercice qui le veut. Nombre d'électrons, atome neutre, du coup autant de protons que d'électrons. Et le nombre de neutrons, on soustrait de la masse totale du noyau uniquement des protons. Et il ne restera plus que des neutrons. Et du coup, il nous restera exactement 45 neutrons. Très bien. Et on va faire maintenant un tout dernier exemple. Et pour ce dernier exemple, on va prendre un métaux de transition. Vous savez peut-être pas ce que sont les métaux de transition, mais on verra plus tard. J'introduis simplement le terme technique, comme ça,
vous l'aurez au moins entendu une fois et la prochaine fois, vous ne serez pas totalement surpris. Du coup, on va prendre le cuivre. Enfin, pour vous faire court, les métaux de transition, c'est tous les éléments qui se trouvent dans ce bloc-là, du milieu, qui sont ici en rose, si on veut. Mais c'est pas important pour le moment. Du coup, le cuivre. Le cuivre, en fait, il a un numéro atomique de 29. Je vais déjà noter 29. Ceci correspond à la colonne Z du numéro atomique, 29. Et en fait, ici, petit piège, et c'est pour ça que j'ai pris le cuivre. En fait, ici, on a une masse de 63,546. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On prend 64, on arrondit à 64, ou on prend 63? Très bonne question. En fait, ici, vous le savez pas, mais je vous le dis, en fait, le cuivre existe sous deux formes, principalement. Je vais le noter. Le cuivre 63 et le cuivre 65 dans la nature. Du coup, il y a deux types de cuivre. Et le cuivre 63 est présent à plus de 60%, et le cuivre 65 est donc minoritaire. Et en fait, le cuivre 64 n'existe pas. Du coup, en fait, dans des conventions collectives, étant donné que le cuivre 64 n'existe pas et que le cuivre 63 est présent majoritairement, on va pas arrondir à 64, entre guillemets bêtement, on va conserver 63, ce qui est beaucoup plus réaliste par rapport à la réalité, vu que le cuivre 63 est présent majoritairement et que le cuivre 64 n'existe pas. Du coup, ici, on va arrondir à 63. Et voilà, c'est simplement pour vous donner l'explication. Et ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande? Nombre de protons. Tout simplement le nombre de protons, en fait, nombre Z égale nombre de protons. Du coup, on se répète encore une fois, 29. Ensuite, on nous demande ici le nombre d'électrons. Étant donné que l'atome est électriquement neutre, on a autant de protons que d'électrons. Du coup, je retape 29. Et enfin, ici, 63 moins 29 pour obtenir le nombre de neutrons, ce qui va nous faire, si je ne fais pas d'erreur dans mes calculs, j'espère, il va nous rester 34 neutrons. Et voilà, ça clôture la rangée du cuivre. Et je vais vous montrer maintenant tout de suite à l'instant le reste de la correction, mais essayez de faire par vous-même les autres. Si vous ne faites pas tous, faites-en au moins un ou deux, mais vraiment pour pouvoir comparer, pour être sûr que vous avez bien compris. Et voilà, et je vous montre la solution juste après ça. Du coup, voici la résolution complète de l'exercice numéro 1. J'espère que maintenant vous voyez un peu plus clair dans la notion de protons, d'électrons et de neutrons au sein d'un atome. Du coup, retenez bien des formules, retenez bien qu'est-ce qui correspond à quoi au niveau des chiffres dans le tableau périodique, c'est-à-dire le numéro atomique et le nombre de nucléons, la masse de l'élément. Et petite parenthèse, en fait, j'ai choisi en fait ce mode d'enseignement, c'est-à-dire via, on va dire, de manière manuscrite où j'écris, parce que je pense que c'est la manière la plus évidente et c'est beaucoup plus clair pour vous de retenir et de comprendre lorsque je fais des choses en même temps que vous, plutôt que si je vous mets du copier-coller, du digital totalement, et là vous allez pas vraiment retenir, vous allez plus regarder et pas vraiment réfléchir, alors que là, dans ma manière d'écrire, vous réfléchissez un peu, c'est un peu, on va dire de manière ludique, vous réfléchissez un peu à ce que pourrait être la réponse. Et après, vous me voyez écrire la réponse de manière manuscrite, et c'est une manière beaucoup plus saine et beaucoup plus, on va dire aussi habituelle, parce que vous avez tous été à l'école et vous avez tous eu des professeurs qui ont écrit à la main également. Du coup, voilà, ceci met fin à la première vidéo. On se retrouve pour l'exercice suivant. Du coup, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous abonner à la chaîne, parce que ça me donnerait un petit coup de pouce pour ma nouvelle chaîne. Et voilà, si vous avez des questions, des remarques positives ou négatives, dites-le-moi en commentaire, et je me ferai un plaisir de les lire et de répondre, ou même si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt!